C'était il y a déjà 2 ans. Ce journal passait le cap du siècle. On était en 2024 et Lorient le Jour fêtait ses 100 ans d'existence. À cette occasion, on a ouvert les tiroirs, on a dépoussiéré nos archives pour essayer de reconstituer notre histoire, de retracer le fil du siècle. Ce qu'on y a trouvé était parfois inattendu. J'étais par exemple très étonnée de lire cet édito qui datait de l'année 1937, écrit par l'un de nos pères fondateurs, Michel Chiha, dans lequel il se désolait. Jamais l'administration libanaise n'avait paru aussi rouillée, aussi inerte, aussi inadministrée qu'aujourd'hui. Jamais, disait-il, les services de l'État n'avaient donné des signes si évidents de délabrement et d'abandon. On était en 1937, mais en parcourant les pages jaunies de notre journal, je découvrais que nos prédécesseurs parlaient et pensaient comme nous. Eux aussi donnaient le sentiment de ne plus y croire, eux aussi n'en pouvaient plus. Pourtant, à ce moment-là, il n'y avait ni crise, ni Hezbollah, ni même Liban indépendant. Pourtant, entre les lignes, on pouvait déjà déceler quelque chose de brisé, un cynisme, un désespoir, une résignation qui ressemble cruellement à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une constance dans le malheur, ou bien un art du mal-être, qui relevait presque de l'identification collective. Pour moi, qui suis née au début des années 90, ces lectures ont été un réveil brutal. On vit dans un monde qui passe son temps à nous dire que notre époque est perdue, que plus rien ne reviendra comme avant. Au Liban en particulier, la société nous vend les charmes d'un passé où tout était encore possible. Et puis soudainement, je découvrais dans ces pages, un peu malgré moi, que non, le monde d'avant n'était pas plus reluisant, du moins pas dans le regard de ceux qui y vivaient. Depuis, il y a cette question qui revient. Est-ce que c'était vraiment mieux hier ? Massa el Khair. Bienvenue dans Lorient la nuit, le rendez-vous de ceux qui veillent. Un podcast réalisé par Anthony Samrani, Stéphanie Khouri et la rédaction de Lorient le Jour depuis Beyrouth. Je m'appelle Stéphanie Khouri et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Lorient la nuit. J'ai à côté de moi Anthony Samrani, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Et pour parler de ce sujet avec nous ce soir, nous recevons 2 invités de très grande qualité. Marouane Hamedé, vous êtes né en 1939 dans le Chouf. Vous êtes issu d'une grande famille libanaise, druze. Vous êtes journaliste, vous êtes économiste et une figure politique majeure de la vie libanaise depuis plus de 50 ans. Vous êtes également un ancien éditorialiste au Nahar et à Lorient le Jour, où vous travaillez pendant plusieurs années avant d'entrer en politique dans les années 80. À ce moment-là, vous enchaînez les portefeuilles ministériels, économie, télécom, éducation. Puis en 2004, votre parcours bascule. Vous survivez à un attentat à la voiture piégée, à Beyrouth. Vous en sortez blessé, mais vivant. Et vous devenez à ce moment-là un peu malgré vous un symbole, celui d'une parole politique qui continue, même sous la menace, à s'exprimer publiquement. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai été 11 fois ministre. Je tiens à vous dire que les plus belles années de ma vie, puisqu'on parle d'avant et d'après, sont celles que j'ai passées en journalisme. Comment mieux lancer l'émission ? On a également le plaisir ce soir d'accueillir Charles Hayek. Charles, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes historien, vous êtes chercheur, archiviste, peut-être activiste, je ne sais pas, je ne peux pas parler à votre place. En tout cas, vous êtes extrêmement présent au Liban dans le débat public. Ces dernières années, vous avez une obsession, sortir l'histoire d'Emmanuel pour la ramener dans le débat public. Vous êtes notamment le visage de l'émission Lubnan Beossa sur la LBC. Vous racontez l'histoire du pays comme un récit vivant, loin des mythes figés. Et vous êtes également le fondateur d'une plateforme, Heritage and Roots, où vous racontez également au quotidien l'histoire libanaise entre archives et formats pédagogiques plus accessibles au grand public. Bienvenue à vous, Charles. Merci, bonsoir. C'est un plaisir. J'ai envie de vous poser une question assez générale pour commencer à l'un comme à l'autre. Est-ce que vous êtes nostalgique ? Comment vous regardez le passé ? Est-ce que vous le regardez aujourd'hui avec regret ? Avec interrogation, quel rapport vous avez avec ce que vous avez vécu ? Je pense que, je me permets de répondre en premier, mais je pense qu'on passe par des périodes de nostalgie. Ce n'est pas un sentiment continu, permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on ne peut être que dans la nostalgie, parce qu'on est
pratiquement déboussolé, désaxé. Enfin, ce qui se passe est inimaginable. Mais on a eu des moments, même entre les périodes les plus difficiles de l'histoire du Liban, il y a eu des moments de remontée où ce n'était pas la nostalgie qui primait, c'était le désir d'avancer, de refaire. Je pense à l'époque chéhabiste, refaire le Liban dans ce qui était... Il était très prospère, mais il était sorti un peu des règles de la bonne gouvernance. Puis je pense à l'époque, après la guerre civile, après l'accord de Taïf, pendant 4 ou 5 ans, la reconstruction de Beyrouth, ce moment où on a essayé de raccommoder les deux Beyrouth. Évidemment, ce n'était plus le Beyrouth que j'ai connu petit, où on allait partout. Il n'y avait pas d'Est ou Ouest. En fait, les intellectuels de l'Est exerçaient beaucoup à l'Ouest à l'époque. Donc ce Liban-là, je l'ai connu tout petit enfant. J'ai connu les vagues successives de politique. Et j'ai connu les lycées, qu'ils soient français ou qu'ils soient laïcistes, c'est-à-dire que j'ai connu les deux apports que francophones et anglophones à l'histoire du Liban. Cette histoire moderne qui est beaucoup faite, qui n'est plus maintenant refaite, mais par les universités qui se sont installées ici à la fin de l'Empire ottoman, à partir des années 1870. Et je pense que cette période que nous avons passée, la nostalgie que nous avons, c'est que la culture était d'accès différent. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, moi, porter un jugement. Je pense que les nouvelles générations, et les choses vont tellement vite. On se promenait à l'époque. Maintenant, on fait de la course et non plus de fond. On fait des sprints pour accéder à plus de culture, à plus de professions, plus de métiers. Mais Marouane, est-ce que plus jeune, déjà, tu étais nostalgique? Parce que c'est notamment dans l'un des films de Woody Allen, il y a cette idée que finalement, chaque génération est nostalgique de la génération qui la précède. Est-ce que tu ressentais ça plus jeune? C'était nos grands-parents, je crois que c'est la même chose pour vous tous. C'était nos grands-parents qui nous plongeaient dans cette nostalgie. C'est-à-dire ma grand-mère Sethend, qui était droit dans ses bottes, si je peux dire druze, mais avec tous ses voiles, qui nous apportait évidemment l'époque de Constantinople, parce qu'elle était dans les dernières années de l'Empire ottoman. Mais je pense que nos parents nous racontaient surtout le Mont Liban. Venant du Mont Liban, c'est ça qui m'a beaucoup imprimé. Comme mes parents français, parce que j'ai omis de le dire, j'ai une mère française, auvergnate, aujourd'hui décédée, mais auvergnate, avec laquelle j'ai vécu à Montferrand, au bas du Puy-de-Dôme, et qui nous a imprégnés de culture. C'est-à-dire, mes parents sortaient de l'école de droit à Paris, la famille Druze l'avait envoyé sous le mandat pour essayer d'accéder à une profession, et il a connu ma mère qui faisait son droit, qui faisait ses lettres à la Sorbonne. Et il l'a ramenée dans ce Mont Liban, où elle a été la protégée d'un officier ottoman de haut rang qui était mon grand-père. Et ce choc des cultures qui finalement est devenu une unité de culture ou une bivalence de culture, Nadia, ma sœur, Nadia Twaini, la poétesse aujourd'hui décédée, et moi, nous l'avons vécu et ça s'est répercuté sur toute notre vie. Donc cette nostalgie, c'est une nostalgie d'une certaine culture. On nous parlait, par exemple, à Paris, de la Rotonde et de la Coupole des années 20, du Charleston. Les parents, les grands-parents allaient plus loin. Puis, ma nostalgie directe vient du Beyrouth. C'était le Beyrouth. Bien que fils de la montagne, nous avons tous vécu le Beyrouth des années de rêve qu'on a décrit. On disait Suisse du Proche-Orient, on parlait du Liban comme Suisse du Proche-Orient. Et c'est devenu à la fin presque la Somalie du Proche-Orient. C'est terrible ce qui s'est passé. Mais finalement, il y a, à mon avis, en 2019, comme après Taïf, il y a eu un rebond politique. En 2019, il y a eu aussi une sorte de remontada de la jeunesse libanaise
vite étouffé par les vieux démons du confessionnalisme et du totalitarisme qui n'étaient pas d'un seul côté, qui étaient de plusieurs côtés. Charles, toi, tu as peut-être un rapport, en tant qu'historien, tu as un rapport très scientifique, au passé aussi très critique. Est-ce que tu es quand même habité par un sentiment de nostalgie ou pas du tout ? Nous sommes tous proies à cette nostalgie qui était au XVIIe siècle une maladie, une certaine forme de mélancolie. Il est important de mettre en relief l'étymologie de nostalgie, un terme qui a été créé par un médecin suisse au XVIIe siècle en utilisant deux termes grecs, nostos, le retour, et algos, en fait, la douleur. Et cette idée de retour vers un passé parfois imaginé est un danger auquel les historiens doivent faire face, parce que les historiens sont là à mettre l'histoire, le passé, sous un prisme critique pour essayer de le décortiquer, de le déconstruire et le reconstruire selon les besoins, et d'essayer de comprendre, de tirer une certaine stratégie de compréhension. Mais nous sommes habités par la nostalgie. Sur un plan très personnel, j'ai hérité une certaine vision d'un Levant que je n'ai pas connu, mais que mes grands-parents ont vécu, surtout ces vestiges du Levant ottoman, ces vestiges de ces villes côtières levantines qui se parlaient entre eux, et surtout en français, entre Alexandrie, Beyrouth, Izmir et Constantinople, la capitale. Cette idée aussi, ce mélange d'une certaine image d'une douceur de vie qui existait dans ce Liban des années 30, 40, 50, ce rapport à la Méditerranée que je pense le Liban a largement perdu vu l'urbanisme monstrueux qui dévore notre pays. Mais je dois faire face à ce grand défi, c'est de lire le passé entre le prisme de la nostalgie et le prisme de l'œil critique. On sent aujourd'hui que la nostalgie, l'idée du « c'était mieux avant », a le vent en poupe un peu partout dans le monde. Il a d'ailleurs des effets politiques assez forts. Mais est-ce qu'il y a, d'après toi, Charles, une spécificité libanaise ? Certainement, mais cette spécificité libanaise, la nostalgie, en fait, la place là où il faut pas la placer. On est en train de chercher l'identité libanaise là où il ne faut pas la chercher. On est en train de la chercher dans un certain passé de combat, un certain passé de résistance, un certain passé où un simple plat culinaire devient un symbole de résistance. C'est triste. Parce que, comme Marouane l'a mentionné, c'est un pays qui a été façonné par la culture, par la diversité, par cette tradition très ancienne de culture qui a survécu chez des communautés rurales. Déjà, au XVe siècle, on trouve des auteurs chez les Druses, chez les Chiites, chez les Maronites, Ibn Sbat, Salah ibn Yahya, un prince qui écrit l'histoire du Liban, de Beyrouth au XIVe siècle, Ibn Qila'i, un évêque maronite qui aussi essaye d'écrire l'histoire. Donc, il y avait une certaine culture axé sur la production d'une classe de lettrés qui, à partir du 19e siècle, a eu la chance d'être ouverte à une certaine culture mondiale à travers l'apport des missionnaires, que ce soit les missionnaires français, catholiques, qui ont apporté la francophonie au Liban, les lazaristes avec le collège Saint-Joseph d'Antoura, le plus ancien du Proche-Orient, 1834, et par la suite le Syrian Protestant College, qui est devenu l'Ayyubi 1870, et l'université Saint-Joseph des Jésuites en 1870. Donc déjà une société qui a eu des institutions qui ont fait d'elle une force culturelle exceptionnelle. C'est là où se trouve la spécificité du Liban. Pour être sûr de bien comprendre, Charles, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a depuis très longtemps un intérêt pour l'étude et la documentation de notre histoire, mais la manière dont elle est faite aujourd'hui a tendance à être extrêmement réductrice. C'est ça ce que tu dis quand tu dis on se raccroche à un plat ou à un détail pour raconter notre histoire. Le danger que cette nostalgie historique qui est très présente sur l'espace public, elle est en train de produire une certaine inertie. Alors qu'avant, on était poussé vers un regard, vers un avenir meilleur et vers aussi un regard de construire un avenir meilleur à travers la culture et les institutions. Actuellement, en présentant à ces Libanais une image que vos ancêtres ont toujours été isolés et ont toujours été dans une situation de combat. Oui, on a connu des périodes très difficiles, mais c'était l'exception et ce n'était pas la règle. C'était une société très ouverte,
une société où il y avait une certaine diplomatie dans la relation avec les communautés. Chaque communauté a certainement sa spécificité historique. Ces communautés ont développé ensemble un certain modus vivendi qui ont fait qu'ils ont réussi. Donc actuellement, cette vision où on considère que le passé était meilleur et le passé est en fait le guide qui doit influencer nos décisions en 2026 est en fait une forme de suicide. C'est mortifère comme Oui. manière de penser. Marwan, qu'est-ce que ça dit de nous, Libanais aujourd'hui, le fait qu'on soit à ce point-là enfermé dans la nostalgie? Je pense que parce qu'il y a quelque chose dans cette montagne libanaise. Moi, je me sens très libanais et très arabe. Libanais parce que je fais partie de cette montagne qui est à l'origine du Liban. Mais dans cette montagne, l'unité s'est faite par la coutume, les us et coutumes, par la culture, par l'école. Je sais que, par exemple, dans notre montagne, c'est-à-dire le Chouf, qui est une montagne à 3 composantes, maronite et grec catholique, druze et sunnite. Et même aujourd'hui, des enfants de nos villages vont dans les écoles chrétiennes. Je ne parle pas qu'ils vont à l'Eyyoubi ou à l'USJ, mais ils allaient chez les sœurs, chez les frères, à Jezine, à Der el-Amar. Même dans les périodes les plus terribles, alors que les communautés s'entretuaient, il y a des familles qui s'épargnaient les unes les autres. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on parle des Boustani et de Der el-Amar, nous les appelons nos cousins. Et ils nous appellent nos cousins. C'est ça, cette spécificité libanaise. Puis la nostalgie, c'est pas seulement la nourriture, les danses, la chanson, mais c'est aussi les gens. Nous sommes nostalgiques de certains présidents. Et je veux pas nommer, je veux pas être sévère avec certains plus récents, pas actuels, mais je dis plus récents. Mais je suis nostalgique de certains présidents qui ont fait l'indépendance ou qui ont fait un peu l'indépendance de l'administration, de la justice. On veut des noms, Marwan. Je suis nostalgique de Bchar al-Khouri dans ce qu'il a apporté de bagages culturels. Bchar al-Khouri, c'est un produit de la Nahda avec l'école occidentale. Et je parle de Fouad Chab, les débuts de Chamoun. Charles Hello, c'était la douceur, mais qui s'est laissé un peu, pas embrigadé, mais il y avait là déjà le Proche-Orient passé au militarisme. Tout le monde avait des dictatures et certains de nos officiers ont eu des coups de dictature. Pour nos auditeurs juste qui ne maîtrisent pas aussi bien que toi l'histoire libanaise, on parle des premiers présidents Oui. Après l'indépendance. Oui. Puis on est tombé... avant et après la Palestine. Tu veux dire la création d'Israël ? La création d'Israël, le reflux de 100 000 Palestiniens vers le Liban, la création de ce syndrome qui a été celui chez les chrétiens que voilà une menace, celui chez les musulmans, voilà un soutien. Et ensuite, les choses sont passées à plus grave quand tout s'est traduit en division intérieure meurtrière. Et puis, il y a l'après-Hezbollah. Alors là, c'est une nouvelle descente aux enfers. Je ne veux pas rentrer beaucoup en politique. Pour moi, ça se traduit par un attentat que j'ai vécu, que mes parents ont subi, que auquel mon neveu a succombé, Gebran Toueni. Mais je peux dire que depuis cette période, malgré des tentatives de redressement, nous avons continué la pente. J'espère que maintenant, j'espère pour le Liban que ce qui se passe, encore que toi tu es plus au courant de ce qui se passe, mais moi je ne comprends rien de ce qui se passe. Moi non plus. Bon. On va faire une courte pause pour écouter un reportage qui a été réalisé par notre journaliste Clara Haj, qui est partie à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Antoine Kabob, qui est un entrepreneur à la retraite et qui a raccroché sur le tard avec son premier amour, le cinéma.
Depuis son enfance, il filme les lieux qu'il aime particulièrement, ces lieux qui n'existent plus aujourd'hui ou bien qui ont été radicalement transformés. Il collectionne les archives, comme d'autres accumulent les pièces à conviction. C'est sa manière à lui de garder un peu de cet âge d'or libanais qui le rend si nostalgique. On écoute. Comme dit ma femme, je vis dans le passé. J'ai des souvenirs à chaque pierre, à chaque endroit, à chaque truc. Et j'ajoute les archives de chaque histoire. J'ai 77 ans maintenant et j'ai envie de faire ce que j'avais envie tout le temps de faire. Je veux raconter toutes les régions où ma jeunesse, mon enfance, a vécu. Alors j'ai commencé les archives par les salles de cinéma, j'adore le cinéma. Et moi j'avais la chance dans les années 70, j'avais une caméra cinéma 8 mm. Je prenais des films à droite, à gauche. Je parle de la nuit, des cabarets, du Crazy Horse, des Caves du Roi, de Zeytoun, du Kit Kat, des bars qu'il y avait, les boîtes de nuit, le striptease, tout ce qui touche la nuit. Et c'était l'époque où on ne dormait pas, nos jeunes. Mais tout a été perdu avec la guerre. Très jeune, à l'âge de 5 ans, je disais à ma mère, elle a son oncle, il louait chaque semaine un film. Alors je disais à ma mère, prends-moi chez Ammo Georges, je veux voir un film. On était là assis, les parents, les grands-parents, narguiler, discuter, prendre un café, tout ça. Et puis, quand il fait nuit, il commence le film. Une fois, on a tapé à la porte. Une jeune fille comme ça, petite. Elle dit, Ammo, à quelle heure vous commencez le film? Je regarde par la baie vitrée. Il y avait un camp de Kurdes qui n'existe plus. Je vois tout le camp. Ils sont assis en bas, à 20 mètres de hauteur. Regardez, attendre le film pour voir le film sans le son. Et puis j'ai fait sur les plages un film de 50 minutes. Comment étaient les plages? D'où ça a commencé et comment c'est sorti? Les plages ont commencé à Mdawar. Vous connaissez Mdawar? C'est derrière Jemaïsé. On n'avait pas d'aéroport dans les années 20, 25, 30, on n'avait pas. Alors l'hydravion d'Air France atterrissait dans la mer à Mdawar. Il y avait deux plages, une qui s'appelait Abou Lazza, une qui s'appelait Abou Hatab. On entrait à 50 piastres. On prenait un périssoir, on plongeait, on attrapait des oursins, des huîtres. Ça, c'était le jour. Et ces deux plages, dans les années 55-60, la nuit, c'était les chansons de Kulsoum, c'était l'orgie, le narguilé, le hashish, tout ça, et tout le monde chantait et dansait. Et puis on vient de ce côté-là, on arrive au fameux bain militaire. Si on regarde maintenant, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux et ça m'énerve. Il y a 30-40 mètres, un mur en béton. Mais pourquoi fermer? La plage, c'est pour tout le monde. À Ramlet El Baïda, quand on descend, il y a la plage de sable qui est fabuleuse. Là, c'est gratuit. On l'appelle Sambalèche. C'était gratuit. Pendant la guerre, avec le pays divisé et tout ça, ils ont volé le sable de Sambalèche pour l'utiliser pour la construction. Est-ce possible ça? Un hôtel, je ne sais pas, 10-15 étages, au bord de la mer, même les vagues montent. Moi, je suis nostalgique parce que je connais chaque endroit, j'ai des souvenirs. La nostalgie, chacun prend ses histoires avec lui. C'est pour cela quand je mets un film dans un ciné-club, ils sont contents de revivre cette époque. Il y avait beaucoup de sourires autour de cette table en écoutant ce reportage. Oui, parce que il a évoqué des noms des nuits douces de Beyrouth. Le monde entier venait ici. Tous les grands noms du cinéma, de la littérature, de la politique atterrissaient à Beyrouth. Et puis les plages, là où maintenant il y a les taudis. Je pense que la nostalgie, c'est la nostalgie de cet ensemble de choses qui va du Souk French, où on allait de la librairie Antoine, qui va à ces fameuses plages, à ces fameuses boîtes,
le Saint-Georges, qui était le nid d'espions du Proche-Orient, l'hôtel Saint-Georges, où les hommes politiques venaient admirer les débuts du ski nautique au Proche-Orient. Au Proche-Orient, il n'y avait rien. Et les cheikhs du Golfe venaient et disaient « Ah, quand est-ce qu'on pourra faire chez nous un autre Beyrouth ?» Charles, en écoutant Marouane et en écoutant aussi ce reportage, on a des étoiles dans les yeux et on pense tous à ce fameux âge d'or de Beyrouth dont on a tant parlé. Et c'est un âge d'or qui a été assez critiqué, assez déconstruit, je dirais, d'un point de vue historique ces dernières années par de nombreux articles ou publications. Et moi, à chaque fois, je me pose la question, on sait pourquoi il a été déconstruit, c'est-à-dire que cet âge d'or, il ne profitait pas à tout le monde, il y avait des inégalités très fortes, il cachait aussi peut-être sous le tapis des choses qu'on ne voulait pas voir. Mais comparé à ce que l'on vit maintenant, et comparé à ce que le Liban était dans le monde à l'époque et ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une forme de déclassement et est-ce qu'effectivement cet âge d'or n'a pas réellement existé? L'âge d'or a réellement existé, mais il faut le nuancer. Il a existé d'un point de vue très important à garder en tête. C'était un pays où les possibles étaient possibles. C'était un pays où on pouvait penser à l'avenir à travers des institutions qui permettaient et la mobilité sociale, et l'éducation, et surtout l'essence même de ce que cette population avait comme rôle historique, c'est l'influence culturelle qui dépassait de loin son poids démographique et son espace géographique. Ce qui a fait de ces Libanais des hommes et des femmes de très grande influence, c'est qu'ils étaient porteurs d'une vision de l'avenir. Oui, cet âge d'or était un âge d'or où en fait, une grande partie de la société ne profitait pas, mais en fait, le Liban, à l'époque, était le seul pays arabe qui avait la classe moyenne qui s'est constituée dans un record de temps, alors qu'en Égypte, en Syrie, en Irak, les régimes autoritaires déconstruisaient la classe moyenne. C'est quelque chose à garder en tête. Aussi, c'était un âge d'or où il y avait non seulement une influence, mais c'était un Liban qui était très présent dans le monde, de par aussi sa culture, de par le tourisme, de par l'économie. Donc Beyrouth était aussi une ville globale. Actuellement, il faut à tout prix déconstruire cet âge d'or, comprendre ses mécanismes, comprendre son côté positif, son côté négatif, mais il ne faut pas le déconstruire dans un souci de vengeance, se venger d'une certaine vision du Liban qui a donné ses lettres d'or au Liban. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui a fait de ce Liban un tout petit pays avec une si grande influence et essayer de remettre ça à l'honneur. Mais actuellement, la nostalgie de cet âge d'or est parfois présentée comme en fait une compensation à une vision de l'avenir qu'on n'a plus. Et aussi, toute cette structure politique qui s'est récemment instaurée est un fardeau, est une malédiction pour le Liban. C'est en fait un Liban en phagocytose. Il se dévore déjà une grande partie des porteurs de cette influence. Je cite par exemple le même exemple que Marouane a cité, Hezbollah, parce que c'est en fait le grand problème que le Liban fait face, est une structure qui est profondément étrangère à cette culture libanaise et qui ne produit que de la destruction. Marouane, qu'est-ce qui n'était pas mieux avant ? C'est que la classe politique n'a pas vu l'émergence des dangers. Et comme le disait si bien Charles, le Liban qui vivait cette belle vie ne voyait pas ces banlieues se faire au sud, à l'est, au nord. Il y a eu une paupérisation de la banlieue, d'abord même chrétienne à un moment, puis chiite. Il y a eu cet afflux de la campagne vers les villes, un phénomène qu'on n'a pas su canaliser et qui s'accompagnait malheureusement aussi d'un phénomène qui est politique et démographique. La démographie a joué contre les équilibres libanais. Elle continue à le faire. Et c'est là où il faut adapter les systèmes et voir comment accompagner ces changements structurels en profondeur. C'est ce que le Liban et
tous ses amis, français, américains, arabes, n'ont pas su faire avec et que nous n'avons pas accompagné. Je fais une autocritique, nous n'avons pas pu voir. Maintenant, si tu relis un livre de Sharara sur Hezbollah, l'État islamique au Liban, il te dit comment à Téhéran, le coup d'État des mollahs a commencé par la banlieue et par les escouades de motocyclettes. Ça ne te rappelle pas quelque chose que nous vivons aujourd'hui? On n'a pas vu cela. Et quand le choc est arrivé, c'est-à-dire quand la masse est venue, alliance entre les Palestiniens privés de territoire, les Libanais privés de droits, et un État privé de sa propre éthique, si tu veux, le choc a eu lieu. Les meilleurs des Libanais, je m'excuse de le dire, mais les meilleurs des Libanais sont partis à l'étranger. Nous traversons un moment absolument critique, où nous avons besoin de nos propres ressources, d'un véritable éveil, d'un véritable retour à l'histoire. Et moi, je vous dis, j'ai été ministre de l'Éducation pendant des années, j'ai succédé à d'innombrables ministres. On n'a jamais pu écrire un manuel d'histoire qu'on a pu distribuer dans les écoles libanaises. Pourquoi ? On n'a pas pu. On arrivait à 1943 et ça s'arrête. Ça s'arrête. On mettait les meilleurs des gens dans des comités au centre culturel, etc. Jamais. On n'a pas pu. On n'a pas pu. C'est ça qui est... Le Liban n'arrive pas à reconnaître, à écrire sa propre histoire, et c'est là où Charles a fort à faire. Il est figé dans le temps. Une des choses qui me frappe quand on parle de ces questions-là de nostalgie ou de rapport au passé, c'est que d'un côté, il y a ce Liban carte postale qui est omniprésent autour de nous. La production artistique libanaise abreuve de références à la guerre civile, au passé, et en même temps, énormément de Libanais, surtout jeunes, ignorent tout ou presque du passé. J'ai l'impression qu'il y a les deux qui coexistent, un excès d'images, de références et en même temps une très mauvaise connaissance. Comment est-ce que, Charles, tu décrirais notre rapport à la mémoire au passé aujourd'hui ? Déjà, le rapport, d'un point de vue pédagogique, est un rapport qui est défaillant. Comme Marouane l'a expliqué, le programme d'histoire au Liban n'enseigne absolument rien. C'est un programme qui est très archaïque dans son approche. C'est une approche de frise chronologique politique, mais qui aussi n'explique pas pourquoi le Liban est un pays qui a en fait vu le jour il y a 100 ans. On n'explique rien. On est en train de donner à ces jeunes des textes, des paroles, des noms de grands personnages historiques sans expliquer ces personnages dans leur contexte social, dans leur contexte climatique. Et surtout, c'est un programme où il n'y a aucune approche au patrimoine. C'est le patrimoine, donc on est en train de chercher l'unité à travers une vision unie du passé, chose impossible, alors que cette certaine unité s'est faite à travers la culture et un patrimoine commun, une certaine vision de comment vivre ensemble, gérer le vivre ensemble, une tradition de très longue date au Liban, mais qui s'est surtout structurée avec ces deux communautés fondatrices, les Druzes et les Maronites, qui ont développé une certaine autonomie dans cette montagne. Donc ça, c'est un deux. Par exemple, la référence à Fakhreddin, elle est présente. Oui, elle est présente, mais elle est mal expliquée. Parce que Fakhreddin, au prix de le mettre en fondateur unique du Liban moderne, on oublie en fait l'immense dynamique et la diversité de l'apport que ce personnage historique a donné. En fait, au lieu de... C'est une image très réductrice en disant que Fakhreddin est le père du Liban. Il est un des pères du Liban sans doute, mais ce qu'il a fait, il a rendu la dynamique de l'émergence d'un Liban ultérieurement possible. Mais est-ce que c'est pas le propre des histoires nationales, surtout quand elles sont racontées à l'école, d'être réductrices ? Mais c'était en fait les histoires nationales du 19e siècle. On est toujours dans une approche qui est obsolète. C'est là où l'histoire publique peut apporter une certaine dimension pour essayer de créer un lien sentimental. Nous avons non seulement une histoire qui est exceptionnelle, nous avons un patrimoine archéologique exceptionnel pour un pays qui est si petit. On a non seulement les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais on n'a pas de villages et de villes libanaises qui n'ont pas au moins un patrimoine archéologique qui remonte au néolithique. Il faut changer l'approche. Il faut oublier cette idée d'histoire unique. Il faut accepter cette diversité et il faut l'enseigner.
Chaque communauté a droit à une certaine vision, mais il faut mettre en relief un patrimoine qui est commun. Charles, vous dites qu'il faut oublier cette idée d'histoire unique. L'histoire unique est dangereuse. C'est une idée qui est propre au régime autoritaire. Et essayer d'unifier les gens à travers une vision unique du passé, c'est propre aux idéologies. Même le roman national, l'idée d'un roman national. Est-ce qu'on a besoin de ce roman national? Est-ce qu'on a quelque chose qui est de loin plus important? C'est nous sommes une région de ce Levant qui a réussi à mettre en place un patrimoine commun pour gérer une diversité. Et c'est l'élément qui manque à notre histoire. Fakhr el-Din, pourquoi il est important? C'est un émir druze qui s'est entouré de maronites, qui a ouvert le pays à l'influence occidentale à la fin de la Renaissance. Tu imagines c'est quoi les idées qui venaient et qui a fait en fait, qui a permis une dynamique de mobilité sociale, qui par la suite va devenir un des piliers de ce Liban, cette idée de liberté et de gérer ses affaires ensemble entre ces communautés. On dirait un portrait de Marouane, ça. Oui. Non, il est né druze, il a vécu quelque peu sunnite parce que c'était étendu. L'Ottoman. Et il est mort maronite. Selon les légendes, oui. Oui, selon les légendes, bien sûr. On va faire une courte pause et écouter une chanson, Ya Habibi, qui est la reprise d'un morceau d'Asmahan, l'une des plus célèbres chansons du monde arabe, réinterprétée par son arrière-petite-fille, Yasmina Jumblat, Sohan de son nom de scène, accompagnée par Eric Troufaz, avec des arrangements de Gabriel Yared et Fred Jayar. La chanson est extraite de Sawa, un album de chansons originales et de duos qui sortira en septembre. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وجدي بناجي خيالك مين قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هالكني ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكيله نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتار أعملك إيه في دلالك وفي صدك ليه أخبي غرامي وغرامي هالكني لأشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي إلين قلبك حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقتي بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكيله نار حبك أبعت مراسيل واكتب جوابات أشكيلك واتذلل ساكتة وصبرة وراضية بأحوالك من الأول وأنا كاتمة غرامي وغرامي هلكني وافديك بحياتي وروحي وأهلي
ولا تسأل. Super. Super. Ya Habibi, une chanson qui est extraite de l'album Sawa, un album qui sortira en septembre. Et cette chanson avec des arrangements de Gabriel Yared et Fred Jayar. On poursuit la conversation avec vous et maintenant on essaye de se projeter vers l'avenir. Et avec la question suivante que je t'adresse déjà à toi, Charles. Comment on sort de ça? Comment on sort de cette prison du passé aujourd'hui au Liban? Déjà, nous avons un devoir de mémoire, un devoir de retracer, de regarder cette histoire en face. On ne peut pas sortir du passé sans le regarder, sans le comprendre, sans l'étudier, pour le dépasser. L'histoire, en fait, c'est un dépassement du passé, philosophiquement parlant. C'est un exercice que les Libanais ont essayé de faire pour faire justice à ceux qui ont essayé, mais qui, face aux grands dangers, aux grands changements et aussi à l'inertie qui s'est instaurée au Liban depuis 3 décennies ou 4 décennies, c'est un grand défi à relever. Mais le défi commence par accepter l'histoire, accepter le passé, dans ces périodes d'or et aussi dans sa violence. Il faut parler de cette violence du passé. On ne peut pas progresser sans comprendre la violence pour la dépasser. Tout en axant aussi cette étude des conflits sur pourquoi les gens ont survécu, comment ils ont survécu. Que ce soit les guerres confessionnelles, les massacres, c'est la minorité qui a fait ça, ce n'est pas la majorité. La majorité a refusé la violence. On voit des familles qui ont caché d'autres familles, des gens qui ont... Et ça c'est une règle en Orient pour gérer la diversité. Mais le Liban a peur parfois de son histoire. Donc il a 2 issues. Ou il la mythifie au point de l'absurde, ou il la nie aussi au point de l'absurde. Donc on est face à un exercice qu'il faut, et c'est un exercice collectif. Et aussi une relecture de cette histoire à travers les archives. Qu'est-ce qui nous manque pour y parvenir? Le courage. C'est quoi? C'est courage politique, courage en tant que citoyen? Il se situe à quel niveau? Est-ce que ça doit être porté par l'État, par les hauts responsables? Par l'État. En fait, c'est un projet d'État. Toutes les sociétés qui ont vécu des conflits, je cite par exemple l'Allemagne, comment l'unité de l'Allemagne s'est reconstruite. C'était en grande partie grâce au travail des historiens qui ont ouvert la voie aux Allemands pour regarder leur passé. Un passé qui est de loin plus complexe que le passé libanais. Ils avaient un régime nazi qui a gouverné le pays. Donc, c'est les historiens qui ont fait ce devoir de mémoire, mais qui ont été soutenus par un État qui a voulu mettre en place tout un système au niveau de l'éducation, au niveau des lieux de mémoire, au niveau de l'archéologie, au niveau du patrimoine, pour permettre à ces gens de mieux se comprendre et de ne plus être obsédés par le passé. Le grand problème de la nostalgie historique, c'est l'obsession du passé. Et l'obsession du passé est une des raisons pourquoi les sociétés se suicident. Marouane, après avoir connu tant de guerres, tant de crises, tant de hauts et de bas au Liban, est-ce que tu as encore un peu d'espérance pour ce pays à défaut d'espoir? Absolument. Je crois en ce pays et je crois que même si beaucoup de choses sont à refaire, pour parler de la mémoire, ce n'est pas qu'on doit sortir de prison. Et je ne plaide pas pour une amnésie de notre histoire, au contraire, mais pour une amnistie de notre histoire. En fait, on a utilisé le mot amnistie, on veut sortir les cambrioleurs, les assassins, ceux qui ont tué des soldats ou qui ont cultivé du hashish. Non, il faut avoir une amnistie de notre histoire qui permette aux gens de se retrouver entre eux. Et j'ajouterai une chose, c'est que le Liban peut se refaire, doit se refaire, sans renier son passé, en y prenant les belles choses, en y plongeant dans la culture variée qui a fait le Liban. C'est un trésor international, le Liban. C'est pas notre trésor à nous. Et c'est pour cela que je plaide, peut-être ça déplaira à certains ou pas, le Liban a besoin d'être accompagné dans cette sorte de rétablissement de sa souveraineté, de son indépendance. Et là, je crois qu'il y a un appel à un soutien international,
des forces internationales pour obtenir à la fois des retraits, à la fois l'unité des armes dans le pays, et pour vraiment apaiser le pays. Non pas un nouveau mandat, non pas une colonisation. Le Liban a colonisé, il continue de coloniser par le génie de ses enfants partout dans le monde. Et je pense que nous avons besoin, pour une fois, comme en 1920, d'un soutien, comme en 1978 par des forces internationales, mais pas des touristes comme ceux qu'on a eus jusqu'à maintenant. C'est ce génie libanais qui te fait continuer de croire en ce pays ? Absolument, absolument. Je crois que je prends les gens un à un, je prends toutes ces familles qui vendent ce qu'ils ont, leur dernier terrain, etc. Tout ça pour envoyer leurs enfants à l'école, à l'université, pour essayer de les faire voyager, pour obtenir un visa. Et tu sais, quand on est député, je suis député depuis 40 ans, quand on est député, on est relancé par les gens tous les jours. Bon, c'est une plaie, quand ils viennent demander qu'un visa. C'était superbe quand ils venaient demander une bourse, quand ils venaient demander une place à l'école, d'appeler tel proviseur ou tel... maintenant, ils viennent demander des visas. Il faut arrêter cela. Il faut que le Liban, l'État, il faut refaire l'État, et l'État peut se refaire. Il est partiellement refait. Il faut y remettre l'esprit du passé de nos anciens qui ont créé le grand Liban. Moi, j'ai un sentiment, et vous me direz l'un et l'autre si vous le partagez, que quand même en un siècle, on a quasiment perdu l'État, mais on a la morphogénèse d'une nation libanaise, qui n'existait pas nécessairement de la même façon à l'époque. Après, quand on entend Chara qui dit « je n'ai rien à faire au Liban », Chara, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. De voir toutes les communautés dans la rue en 2019, ouais. Même si avec des... C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Les Israéliens occupés, mais chaque fois obligés de se retirer. Et les grands empires sont loin. Le turc, le perse, le pharaonique, tout ça est loin. Charles, tu as le sentiment qu'on a progressé de ce point de vue-là ? Il y a un sentiment qui s'est développé auprès des jeunes, c'est que le patrimoine libanais est devenu de plus en plus commun. Et la diaspora libanaise a joué un très grand rôle. Et c'est là où il y a eu une nostalgie très positive qui a participé à la formation. Ces Libanais qui sont partis avec parfois des idées de très grandes différences entre les communautés, se sont mis devant un certain moment de conscience collective que non, on porte en soi un patrimoine commun, et un patrimoine qui peut être un des piliers de la reconstruction de cet État, de l'État, comme Marouane l'a dit. On ne peut pas construire sans institutions. Et le Liban, en fait, il peut se projeter vers un avenir meilleur parce qu'il a sa jeunesse et parce qu'il a ses écoles et ses universités et sa présence internationale. Et aidé par la communauté internationale, le Liban peut redevenir non seulement un pays normal, mais aussi un grand acteur de la culture du Proche-Orient et du monde. N'oubliez pas le Liban, si jamais on doit résumer, si on ose résumer, qu'est-ce que le Liban ? Le Liban, c'est avant tout une terre de liberté et surtout une terre de diversité, mais surtout, quel est son rôle historique ? C'est un centre de production de la culture et du savoir. Et au moment où on perd ça, on perd tout. Mais je pense qu'on n'a pas encore perdu à ce point, qu'on a toujours la capacité de le faire. On a une nouvelle exhortation apostolique qui vient d'être dite, qui évidemment reflète ça. Et moi, je m'adresse à tous les Libanais qui nous entendent dehors. C'est vrai que le Liban n'a pas pu faire d'élection cette année parce qu'il est en guerre totalement et ravagé. Mais ce qui empêchait les élections, c'est qu'il y a un groupe dont je faisais partie, qui s'est opposé à ce qu'on empêche les émigrés de voter. C'était un crime contre le Liban nouveau, le Liban génial, le Liban étendu, le Liban dans toute sa dimension, pas géographique, mais internationale et culturelle. Et je pense qu'il est temps que l'on ramène ces Libanais ici. S'ils peuvent pas, s'ils travaillent dehors, tant mieux, et c'est bien, mais il faut leur donner le droit de vote. Sinon, nous effaçons
même les 100 ans qui ont passé dans ce qu'ils ont de bien. Quel magnifique message pour conclure cette émission. Un petit peu d'espoir dans ces temps sombres. Merci beaucoup à vous deux. L'Orient la nuit, c'est fini pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.